Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi 24 juillet. Après sa prise de fonction en tout début de semaine, le ministre d'État, Christophe Mirement, nous a accordé ce midi sa première interview à découvrir dès le début de ce journal. Nous évoquerons ensuite l'un des grands dossiers en cours en principauté concernant l'avenir du centre commercial de Fontvieille. Nous écouterons notamment le ministre des Finances et de l'Économie, Pierre-André Caporet, sur ce sujet et quelques-uns des commerçants du site avant de recevoir l'administrateur des domaines, Aurélie Perry, pour le côté pratique et la gestion du centre pendant cette période de réflexion. Et puis nous nous intéresserons au plaisir de la table ce soir avec la tomate, véritable star de votre été culinaire, avant de vous présenter une toute nouvelle adresse, le restaurant Chez Tonton, surnom donné au gardien de but emblématique de l'AS Monaco, Jean-Luc Ettori. Tonton qui vient d'ouvrir ses portes et sa terrasse tout près de son stade Louis II. 3 jours après sa prestation de serment au Palais Princier et après hier sa première prise de parole en public à l'occasion de l'inauguration du nouvel espace Honoré II, le nouveau ministre d'État Christophe Mirement a pris quelques minutes pour revenir sur ses premières heures à la tête du gouvernement, propos recueillis par Patricia Navarro. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Lundi, vous prêtiez serment devant le prince souverain. Hier se tenait le premier conseil de gouvernement. Comment ambitionnez-vous d'incarner ce rôle de ministre d'État? Mon rôle, sous l'orientation du souverain, c'est de porter la parole du gouvernement, de permettre à celui-ci de travailler de façon collégiale, pour permettre d'avoir une vision également transversale de l'ensemble des politiques publiques qui sont mises en œuvre au niveau de la principauté. C'est de pouvoir incarner les orientations que le prince souverain souhaite fixer pour la principauté et de pouvoir les décliner à l'échelle du territoire monégasque. Quels seront les dossiers prioritaires du gouvernement? Ce sont les priorités que m'a donné le prince souverain, c'est-à-dire des orientations qui ont été fixées dans la lettre de mission que j'ai reçue de lui, qui sont très largement comparables à celles qui avaient été données à mon prédécesseur, Didier Guillaume. Il s'agit d'abord de mettre en œuvre les standards internationaux en matière économique et financière. C'est un travail qui est déjà engagé et qui se poursuivra naturellement. Il s'agit également de poursuivre le développement, l'attractivité et le rayonnement de la principauté en renforçant cette dimension environnementale et de développement durable auquel le prince souverain est naturellement attaché. Il s'agit de permettre également de renforcer les actions en matière de sécurité. La sécurité est extrêmement importante pour la principauté. Elle participe de son attractivité et bien sûr des attentes de sa population. Il s'agit également de pouvoir permettre de travailler sur un certain nombre de grands chantiers, ceux de la mobilité, ceux du développement urbain et de la reconstruction de la ville sur la ville. Tous ces sujets sont naturellement des sujets importants que je m'efforcerai de travailler avec le gouvernement, avec l'administration de l'État, dans un esprit de transparence, de collégialité, de détermination pour faire avancer ces différents projets. Oui, Didier Guillaume parlait, lui, effectivement d'interministérialité. C'est dans ce sens également que vous allez organiser le travail du gouvernement ? Oui, car je crois qu'il est important que chaque conseiller puisse, avec l'administration, chacun des départements, travailler en ayant cette volonté de transversalité. C'est important parce que c'est une condition d'une plus grande efficacité pour permettre de répondre à l'ensemble des attentes de la population monégasque et des résidents. C'est la raison pour laquelle je crois beaucoup à cette collégialité au sein du gouvernement princier, mais également aussi au travail que nous devons faire en permanence sur une vision construite, collégiale, de l'ensemble des sujets qui ont trait au développement de la principauté. En conclusion, à l'aube de cette nouvelle mission, quel message souhaiteriez-vous adresser aux Monégasques et aux résidents de la Principauté? D'exprimer tout d'abord l'honneur qui est le mien de servir la Principauté, de servir le prince souverain dans la mission qu'il m'a confiée d'être à la tête du gouvernement monégasque, à la tête de son administration, et de mon total engagement pour permettre de contribuer à mettre en œuvre les objectifs qu'il m'a fixés.
mais également le bonheur de résider ici dans la Principauté avec ma famille, de partager avec la population, avec les résidents, tous les événements que cet État connaît et qui font sa réputation, son attractivité, qu'il s'agisse des événements culturels, sportifs, récréatifs, sa vie quotidienne, de connaître mieux son identité, sa culture, tout ce que je vais m'efforcer d'apprendre dans les jours, les semaines et les mois à venir pour me permettre d'être pleinement monégasque de cœur, mais également aussi de pouvoir partager l'ensemble des joies de cette principauté dans laquelle je veux très simplement dire que je suis heureux aujourd'hui de servir. Entretien retrouvé quand vous le souhaitez sur le site Monaco Info ou sur notre chaîne YouTube. Ce n'est plus un secret, le centre commercial de Fontvieille fait l'objet d'un projet de rénovation, mais il tarde à voir le jour. Et depuis quelques mois, face à la vétusté du bâtiment, les inquiétudes grandissent chez les commerçants. Alors pour y répondre et proposer des solutions efficaces, le gouvernement princier les a réunis cet après-midi au Grimaldi Forum, où nous retrouvons sans plus tarder Théo Schumer. Bonsoir à vous. Que faut-il retenir, Théo, du message du gouvernement ? Bonsoir Christophe, et oui, c'est l'épine dans le pied du gouvernement depuis plusieurs mois. Le centre commercial de Fontvieille, qui a plus de 30 ans maintenant, a besoin de se refaire une beauté. Et le temps presse, car ce n'est pas qu'une question d'esthétique, mais aussi d'attractivité et de compétitivité. Dernièrement, le Conseil national a alerté, vidéo à l'appui, sur l'état de délabrement du site qu'il juge catastrophique et indigne de la principauté. Alors aujourd'hui, ici, au Grimaldi Forum, le gouvernement a fait savoir aux commerçants qu'il n'allait pas attendre le grand projet de réhabilitation globale du bâtiment, mais qu'il allait agir dès maintenant pour le remettre à niveau. Je vous propose d'écouter les détails du ministre des Finances et de l'Économie, Pierre-André Chiappori, sur l'ambition de ces travaux. Il y a chaque année un budget de plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont consacrés au maintien. Mais là, ce que nous allons faire, c'est plus que le maintien. C'est-à-dire que nous allons maintenir, nous allons améliorer et nous allons ensuite engager des sommes tout à fait significatives pour accroître l'attractivité, y compris l'attractivité esthétique de ce centre. Donc il y a un vrai projet à moyen terme, mais il y a aussi des investissements immédiats. Nous sommes dans une phase d'études et de négociations, mais je voulais tenir informés les commerçants d'une part et les élus d'autre part de l'évolution de ce projet. De leur côté, les 50 commerçants présents cet après-midi sont arrivés inquiets face à la situation de leur lieu de travail et sont repartis plutôt rassurés. Voici ce qui a retenu le président du groupement d'intérêt économique du centre commercial, Philippe Clérici. Le projet qu'il nous présente, les idées qu'il développe, ce sont les idées que nous préconisons depuis environ une douzaine d'années. Donc dans ce sens-là, il n'y a aucun problème pour valider le projet, encore que moi je ne suis pas exécutif et c'est à eux de prendre la responsabilité. Mais je dois dire que la présentation est plutôt satisfaisante. Voilà, donc vous l'avez entendu, c'est un message rassurant que le gouvernement a tenu à faire passer aujourd'hui. Les travaux auront bien lieu, les problèmes les plus urgents seront les premiers réglés et le centre commercial du futur sera plus sûr, plus moderne, plus attractif et plus durable. Et on va évoquer également le côté pratique dans ce dossier du jour avec notre invité, l'administrateur des domaines, Aurélie Perry. Bonsoir. Bonsoir Christophe. La réflexion autour d'un projet ambitieux, on le sait, de restructuration du centre commercial de Fontvieille, ne signifie pas visiblement que tous les investissements du site ont été gelés par le gouvernement. Bien au contraire, visiblement, votre service consacre d'ailleurs un budget de fonctionnement annuel au très bon fonctionnement du centre, ce qui n'est toujours pas vraiment visible pour certains, mais à quoi est-il consacré exactement ? Alors effectivement, chaque année, on consacre un budget de fonctionnement pour maintenir le centre commercial à niveau. Donc ce budget avoisine les 200 000 € par an. Alors ce sont effectivement des investissements que l'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui permettent d'assurer tous les contrats de maintenance, des contrats d'entretien, de procéder à diverses réparations, comme par exemple suite à des pannes ou alors suite à des dégradations qui peuvent intervenir tout au cours de l'année. C'est une philosophie, bien sûr, que de remettre en état, toute une philosophie, ce centre commercial. Sur la volonté d'investissement de l'État sur cette zone précise, le gouvernement rappelle quand même que sur les 6 dernières années, 2,6 millions d'euros ont été investis, on est bien d'accord. Là encore, ce sont des changements, de gros changements qui seront visibles dès l'année prochaine sur des infrastructures qui sont très utilisées, on le sait, par les usagers.
Effectivement, donc on n'a pas uniquement un budget de fonctionnement, mais également un budget d'investissement. C'est-à-dire que chaque année, on a une somme qui est allouée pour pouvoir procéder à des travaux d'un peu plus grande ampleur, qui vont être, eux, ponctuels. Alors, il y a des travaux que l'on ne va pas voir, qui sont plutôt d'ordre technique ou d'ordre sécuritaire, où on va intervenir sur des canalisations, sur des réseaux de sprinklage, ou alors sur la connexion à la fibre, par exemple, des commerces. Mais on va également avoir des travaux plus visibles qui vont améliorer le confort des clients du centre commercial ou des passants, des promeneurs. On peut citer par exemple le remplacement de l'ensemble de l'éclairage avec des matériaux beaucoup plus modernes et puis moins consommateurs. On a procédé également à la réfection des 2 sanitaires, côté ouest et côté est du centre commercial, mais également au remplacement des stores corbeilles, à l'amélioration de la signalétique du centre commercial. Voilà, donc ce sont tout autant d'investissements que l'on réalise chaque année. On reste bien évidemment encore sur ce gros dossier quelques secondes ensemble, Aurélie Perry. Le gouvernement récemment a annoncé vouloir mettre, on est bien d'accord, 2 millions d'euros supplémentaires sur la table, afin, je cite, de rendre perceptibles ces améliorations du site par les usagers, et ce dès l'année prochaine, en 2026. À quoi donc va être destinée très précisément cette enveloppe budgétaire exceptionnelle ? Le gouvernement a effectivement souhaité inscrire au budget 2026 une somme de 2 millions d'euros afin de moderniser le centre commercial actuel, et ce sans attendre le projet de restructuration. Il s'agit bien évidemment d'apporter de la modernité, comme je le disais, mais également de la clarté, de la luminosité, afin que le centre soit beaucoup plus accueillant. On va pouvoir travailler par exemple sur l'habillage de toutes les parties verticales qui aujourd'hui sont habillées un petit peu de carrelage qui peut paraître un petit peu sombre. On va pouvoir également jouer sur du mobilier urbain avec pourquoi pas des assises où on peut connecter son smartphone pour le recharger. Donc voilà, donc il s'agit vraiment d'investissements en vue d'améliorer le confort de l'ensemble des passants. Pour ce faire, on s'est d'ores et déjà attaché d'un architecte pour nous accompagner dans cette mission. Et donc, nous travaillons aujourd'hui sur l'ensemble des pistes que je viens d'évoquer juste avant. Et vous connaissez l'importance de ce dossier dans la vie des Monégasques, bien sûr, ici, dans notre vie à toutes et à tous. Absolument. Petite précision, qu'en est-il des escalators, de ces fameux travellators, ces tapis roulants ? Alors, on a 2 projets qui sont prévus sur 2025 et 2026. Tout d'abord, les escalators extérieurs du centre commercial. Donc, la direction de l'aménagement urbain a entrepris leur remplacement. Comme vous avez pu voir, les installations de chantier ont déjà été mises en place. D'ici la fin du mois, les structures actuelles vont être retirées pour une livraison prévue des nouveaux équipements d'ici le mois d'avril prochain. S'agissant des tapis roulants qui desservent les 2 niveaux de parking, nous avons entrepris leur remplacement. Donc nous avons procédé à une consultation de société et nous attachons une importance assez particulière sur l'impact qu'il y aura de ces travaux sur les flux de circulation au sein du centre commercial. Donc la société est en cours de sélection et les travaux seront envisagés pour une livraison d'ici le début de l'année. Merci mille fois d'avoir répondu à nos questions ce soir, Aurélie Perry. À très bientôt sur Monaco Info. Je vous en prie, au revoir. Un bel exemple de solidarité à présent, grâce à la mobilisation de plusieurs associations de la principauté. Le MCH, le Monaco Collectif Humanitaire, a organisé la venue de 2 fillettes du Burundi et de Madagascar pour une opération du cœur qui ne peut être réalisée dans leur pays. Les équipes du centre cardio-thoracique leur ont tout simplement sauvé la vie. Sarah Karim et Alex Avial sont allés à leur rencontre. C'est une petite Mia bien en forme que nous avons retrouvée ce matin. Originaire du Burundi, la fillette de 2 ans a été opérée il y a quelques jours à Monaco, au centre cardio-thoracique, fidèle partenaire du Monaco Collectif Humanitaire. On avait ce qu'on appelle un canal artériel perméable, c'est-à-dire une structure qui reste ouverte après la naissance, qui normalement doit se fermer entre l'aorte et l'artère pulmonaire et qui ne s'est pas fermée. C'est quelque chose de fréquent qui entraîne quand même des complications avec de l'insuffisance cardiaque, trop de débit dans la voie pulmonaire, dans les poumons. Elle est arrivée, elle était assez fatiguée, essoufflée à l'effort, mais là maintenant elle est totalement asymptomatique, donc elle va très très bien, elle court, elle joue, elle n'a plus du tout de symptômes cardiaques et elle n'a plus du tout de traitement non plus, on a tout arrêté.
En parallèle, Faya, 9 ans, est arrivée de Madagascar pour une opération plus lourde, à cœur ouvert. Encore alitée, elle s'en remet tout doucement. Si les petites patientes sont loin de leurs proches ici en Principauté, elles peuvent compter sur les attentions des équipes de soins et celles des familles d'accueil bénévoles de la Croix-Rouge monégasque. Au début, c'était un petit peu... Au début, bon, assez vite quand même adaptée. Et elle ne mangeait pas beaucoup, mais maintenant, elle dévore. Je suis ravie. Au départ, mon mari n'était pas très chaud pour le faire parce qu'il disait on est tranquille maintenant. Mais moi, je lui ai dit 1 mois par an, c'est pas beaucoup. On peut faire ça. Et en effet, maintenant, il se prend bien au jeu et il est ravi de recevoir les enfants. Et puis quand on les voit, franchement, c'est formidable. C'est formidable parce qu'en plus, on se dit s'ils ne viennent pas ici, peut-être que malheureusement, ils ne peuvent pas vivre. Et donc, c'est une vie sauvée chaque fois qu'on en reçoit eux. Si quelques opérations sont réalisées à Monaco, comme celle de Mia et de Faya, 90% sont directement financées dans les pays partenaires du MCH. Des vies sauvées grâce à la mobilisation de 4 associations, dont Amitié sans frontières Monaco. On a eu un tournoi de tennis, 13-14 juin, où on a mobilisé à peu près 300 personnes, et en leur disant que justement tout ce qu'on pourrait mobiliser comme argent irait pour l'opération soit de Mia, soit de Marie Faya. Et je pense que Monaco est un pays merveilleux parce que au prorata de la... tellement petit et tellement généreux, quoi. Et ça me touche énormément de pouvoir dire, ben oui, on a réussi à lever ces fonds et avec le bonheur de dire, ben oui, Monaco est présent et comme toujours pour l'humanitaire, Monaco est toujours là et je trouve ça magnifique. Au titre de l'année 2025, 135 000 € ont été collectés, une belle somme, mais qui ne suffit pas face aux besoins encore très importants. Pour rappel, le MCH a déjà permis de prendre en charge plus de 630 enfants depuis sa création en 2008. Pour faire un don et participer à cette belle chaîne de solidarité, rendez-vous sur le site du Monaco Collectif Humanitaire. Les coordonnées s'affichent juste en bas de votre écran. Vous connaissez bien sûr Jean-Luc Ettori, grand gardien qui a fait toute sa carrière de footballeur avec l'AS Monaco. À son palmarès, 3 titres de champion de France, 3 Coupes de France. Eh bien, nous allons retrouver ce soir Jean-Luc Ettori dans un tout autre contexte. En tant que restaurateur cette fois. Il vient en effet d'ouvrir un établissement non loin du stade Louis II qu'il connaît par cœur, sur le port de Cap d'Aille. Voici le reportage de Fabien Bonilla et d'Arnaud Humbert. Chez Tonton, c'est le nom du nouveau restaurant qui a ouvert mardi soir au 7 impasse du Stade, sur le port de Cap d'Aille. Après une longue période de rénovation, que ce soit à l'intérieur ou avec cette nouvelle terrasse, Chez Tonton peut proposer environ 90 couverts dans un style bistrot du terroir. Chez Tonton est tenu par l'ancien joueur international de football et qui a marqué l'histoire de l'ASM, Jean-Luc Ettori. Il tient ce nouveau restaurant avec des membres de sa famille. Nous, ce qu'on voulait mettre en place, c'est quelque chose de convivial, que les gens, quand ils viennent ici, ils se sentent comme à la maison, avec une cuisine de terroir. C'est un peu la particularité de Chez Tonton. Donc, ce qu'on veut surtout, c'est que les gens partent le ventre plein et avec le sourire. Et le nom, d'où ça vient, Chez Tonton? Alors, Chez Tonton, si vous interrogez, par exemple, Yuri Djurkaeff, Manu Petit, Luc Sonor, ils vont vous dire Tonton. Ils m'appellent tous Tonton, donc, et en plus à Tours, comme j'ai monté l'affaire avec 2 de mes neveux, ça coulait de source, ça soit Chez Tonton. Donc ici, ça ne pouvait pas être autrement que Chez Tonton. Un restaurant Chez Tonton existe déjà à Tours, ville où Jean-Luc Ettori passe une partie de sa vie, et désormais un Chez Tonton à Cap d'Aille, un nouvel établissement qui a pour lui une saveur particulière. Vous savez, j'ai passé plus de 35 ans en Principauté, donc plus qu'une vie, et puis avec mon fiston, on a toujours dit à un moment donné, il faut chercher, il faut essayer de trouver. Bon, à Monaco, c'était relativement compliqué. Et puis on a eu cette opportunité de ce restaurant qui s'appelait Les Docks avant, à 50 mètres du stade Louis II, donc je ne pouvais pas rêver mieux. On ne pouvait pas ne pas sauter sur l'occasion. Donc on l'a fait, et puis franchement, on est content. Chez Tonton est ouvert cette semaine uniquement les soirs, mais à partir de la semaine prochaine, il y aura un service les midis et les soirs du mardi au samedi. On reste connecté ce soir avec l'art culinaire et une idée de recette avec des aliments de saison. On va vous parler de la tomate évidemment, mais avant d'aller en cuisine, retraçons ensemble le chemin de ce produit vedette du potager à l'assiette. La tomate est la star de l'été. Reportage signé Alban Gingembre, Arnaud Humbert, Camille Caloni
et Paul Gougassian. Ronde, rouge et acidulée, elle met de la couleur dans nos assiettes. En salade, en sauce, farcie ou encore en soupe, la tomate est un élément incontournable de la gastronomie. Ce légume star de l'été n'a plus aucun secret pour Romy Réna qui lui consacre 5000 m² dans son exploitation à Saint-Janet. On plante au mois de mars, donc je prends des plants greffés, au moins je suis sûre d'avoir des bons plants, des plants bio greffés. Et je fais énormément de variétés. Donc là, il y a 1500 plants de tomates. Et je fais tomates ananas, tomates cœur de bœuf, petites tomates cerises, noires de Crimée, toutes les longues. Ça a été une belle récolte cette année. C'est laquelle la tomate qui marche le mieux? C'est la cœur de bœuf. Pourquoi? Pour le goût, pour la chair, il n'y a pas de graines dedans. Et puis voilà, c'est vraiment la cœur de bœuf qui marche le mieux. Et puis chez vous, c'est vraiment des tomates de qualité. C'est important de cultiver bio? Ah oui, pour moi, c'est... Oui, j'ai pas la mention, je me fous de la mention, mais au moins, tout est bio, les poules, elles mangent bio. C'est très important, oui, très très important pour les clients, pour moi-même, évidemment, mais surtout pour les clients que j'ai des légumes de qualité, des produits de qualité surtout. Et donc chez vous, il n'y a aucune perte, les petites tomates qui sont moins jolies pour être vendues, qu'est-ce que vous en faites? Je fais de la sauce tomate, que je vends sur le marché aussi. On en garde pour nous toute l'année et les gens sont très contents. Le lendemain, nous retrouvons Romy au marché de la Condamine. Vous allez faire quoi? Une ratatouille? Non, je vais faire les aubergines. En fait, je les coupe en tranches épaisses. Depuis 38 ans, ce sont des amis maintenant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a que c'est presque plus que des amis, comme de ma famille. J'arrive vers 5h30. On est en bas dans le parking, on décharge tout, on monte et à 6h15 on est opérationnel. On déjeune et ça commence. Mais sur les chapeaux de roue ce matin, c'est plus facile que l'exploitation. Ça n'a rien à voir. C'est du repos, mais en même temps, c'est du stress parce que c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est non-stop, quoi. J'ai les commandes de la veille. En plus, je prépare les commandes. Je vais livrer Antibes cet après-midi. Donc, je prépare les commandes pour Antibes. La maraîchère se déplace à Monaco 3 fois par semaine pour le plus grand bonheur des clients qui ne jurent que par ses tomates. Ce qu'elles ont de spécial, c'est que c'est Romy qui les fait, quand même. Et elles sont bonnes, elles ont du goût, aucun produit ajouté. Super. Ça fait 40 ans que je me sers chez Romy. Elle a connu ma fille qui a maintenant 41 ans et je suis très fidèle parce que ses produits sont très bons. Plus de 15 ans que je viens de chez Romy. Tout d'abord parce que c'est bio. Deuxième motif, c'est pour faire travailler l'économie locale. C'est un peu de la politique tous les jours. Plutôt que d'aller chercher des ingrédients qui ont fait 4 jours de camion, elle est heureuse. Elle les cueille la veille pour le lendemain ou le matin très tôt. Cécile fait le plein de tomates, des étals à sa cuisine, elle nous propose une recette de saison. On va faire un gazpacho parce que l'été il fait chaud, on n'a pas besoin d'avoir une nourriture dense. Alors les tomates c'est plein d'eau et ça va réhydrater, c'est 90% d'eau, mais il y a quand même des vitamines, la vitamine A, B, C, E. Du calcium, du phosphore et le calcium il se détériore à la cuisson donc on va le laisser cru. Vous pouvez nous expliquer un petit peu votre recette, quelles vont être les étapes là? Elle est simple ma recette, donc des tomates bien mûres, la peau s'en va facilement, on enlève les pépins parce que c'est pas agréable, on va mettre du concombre que j'ai pelé, ça apporte de la fraîcheur, du poivron rouge plus que du poivron vert mais les deux se complémentent, un peu de basilic, de l'oignon frais, de l'huile d'olive, du vinaigre de Xérès, du paprika fumé, un peu de piment d'Espelette et bien sûr du sel et du poivre. Et là on va laisser poser plusieurs heures au frigo pour que tous les arômes s'infusent. On va maintenant le passer au mixeur. Merci Cécile, ça donne envie. On va le goûter. C'est prêt. C'est super bon. Vous êtes satisfaite? Oui. Les enfants vont être contents? Les enfants vont être contents, ils adorent le gazpacho. Une légende en concert hier soir à la Salle des Étoiles. Carlos Santana et ses sons inimitables au sortir de sa guitare
qui l'ont rendu incontournable et a offert une fois de plus une de ces soirées magiques, un brin nostalgique, dont on ne se lasse jamais dans ce lieu d'exception. En ce mois de juillet, comment ne pas s'arrêter ce soir encore sur la densité et la richesse du monde culturel en Principauté, avec nombre d'expositions proposées ces 2 grands mois d'été à l'image au Grimaldi Forum de l'exposition Couleurs, réalisée en liaison avec le Centre Pompidou et que vous pouvez visiter jusqu'au 31 août. Couleurs, un véritable voyage sensoriel et visuel propre à repenser la perception de la couleur dans l'art moderne. Visite signée Émilie Rousseau, accompagnée d'Alexandra Marangoni pour les images. Pour son 25e anniversaire, le Grimaldi Forum voulait une exposition estivale exceptionnelle. Dans Couleurs, chef-d'œuvre du Centre Pompidou, il rassemble dans une même salle Matisse, Miro, Picasso, Kandinsky, Basquiat ou encore Chagall. Des tableaux de maîtres présentés en collaboration avec Beaubourg, avec qui le Grimaldi Forum avait déjà travaillé il y a une dizaine d'années pour l'exposition Extra Large. Ce nouvel événement imagine un autre récit de l'histoire de l'art, une autre façon de faire parler les œuvres. Les chefs-d'œuvre, on les connaît évidemment, mais cet accrochage, cette scénographie, ce cercle chromatique qui permet de déployer comme ça, dans une approche qui peut paraître un peu simple, parce qu'en fait, voilà, on met les tableaux bleus ensemble, les jaunes ensemble. Ça, c'est la première lecture, mais il y a beaucoup de niveaux de lecture différents. On explique évidemment comment la couleur a pris une place différente entre l'art classique et l'art moderne. On explique aussi, à travers les objets de design, comment la couleur pénètre dans nos intérieurs à partir des années 60-70 avec les plus grands designers. Il ne faut pas oublier que le Centre Pompidou, c'est également le centre qui possède la plus grande collection des designers du XXe. Et donc voilà, c'est véritablement la possibilité de s'ouvrir à tout ça, de mieux comprendre et de mieux connecter finalement tous ces arts. Au fil de la visite, le public est emporté dans ce cercle chromatique et nous emmène à la découverte de l'usage de la couleur dans l'art moderne, un outil de totale liberté pour un artiste. Autre originalité, ce voyage sensoriel qui fait travailler nos sens. 7 salles, 7 couleurs, 7 sons. Roquet Rivas a travaillé étroitement sur ce projet. Comment relier en fait les sons aux couleurs? C'est un processus en fait de travail, si vous voulez, entre plusieurs personnes. D'une part, on se met à la table, on fait un atelier, un workshop dans lequel on explicite quelles sont les qualités de son. On explique ça bien aux différents intervenants du forum, également l'aîné de Fragonard qui est venu, d'autres personnes, il avait dédié notamment les commissaires. Et ensuite, petit à petit, on va développer des portraits avec une série de termes qui font partie de lexique, qui vont décrire un son. Fruit d'une préparation de plusieurs années, l'exposition estivale du Grimaldi Forum éveille tous nos sens, une véritable aventure haute en couleurs à découvrir à partir du 8 juillet prochain. Avant de découvrir votre météo pour les prochaines heures avec Alban Gingembre, comme le veut la tradition, on termine ce journal par les instantanés du jour signé Stéphane Dana avec l'entretien estival des jardins publics. Nos équipes étaient à leur côté dès le début de la journée. Reportage en préparation que vous pourrez découvrir prochainement dans votre journal de 19h qui vous sera présenté demain en ce début de week-end par Sarah Inkari. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée. Et plus que jamais, vous savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.
Bonsoir à tous, légère baisse de température demain à Monaco, mais le temps restera beau avec des éclaircies dans le ciel accompagnés de quelques passages nuageux parfois denses. Un indice UV très élevé en deuxième partie de journée, le thermomètre affichera 22 degrés le matin et jusqu'à 25 degrés l'après-midi. La citation du jour, je hais la prudence, elle ne vous amène à rien, des mots de Jacques Brel, puisque le vendredi 25 juillet, nous fêtons les Jacques. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.